La voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. Le oui l'a emporté au référendum en Algérie sur la révision constitutionnelle proposée par le pouvoir. Mais le scrutin a été marqué par une abstention record historique qui constitue un désaveu cinglant au président Abdelmadjid Tebboune, actuellement hospitalisé à l'étranger. Le oui a recueilli 66,8% des voix, a annoncé lundi Mohamed Cherfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections lors d'une conférence de presse. Mais le taux de participation finale s'est établi à 23,7% selon l'ANI, un plus bas historique pour un référendum en Algérie. Madame Smaïl Nabila, avocate et militante, nous fait part de son commentaire concernant ces résultats finaux au micro de la radio des sans-voix. Bonjour Madame Smaïl. Bonjour. Quel est votre commentaire concernant le boycottage du vote dans certaines régions du pays? Je pense que d'abord il y a le ras-le-bol du peuple par rapport à tout ce qu'il a subi depuis le 12-12, parce qu'il faut pas ignorer le fait que beaucoup de nos concitoyens pensaient que la crise politique en Algérie allait se résoudre en élisant un président de la République. Ils pensaient que toute la crise politique était causée par le fait qu'il n'y avait pas de président depuis la maladie de Bouteflika de 2013. Donc, beaucoup dans leur ignorance ou dans leur naïveté pensaient que la crise allait se résoudre une fois qu'il y aura les élections présidentielles. Depuis le 12-12 à ce jour, tout le monde a constaté que rien n'a changé dans le vécu des Algériens. Chose qui a été amplifiée par la mauvaise gestion de la crise sanitaire qu'a connue l'Algérie à l'instar de tous les pays du monde, et ajouté à ça, parce que qu'on ne se soit pas préparé pour une crise sanitaire mondiale est un fait, mais que ajouter à ça que le pouvoir en place décrédité et recours à autant de répression et d'emprisonnement des activistes du Hirak a fait qu'il y a eu un coup de conscience qui a un petit peu touché tout le monde, et ajouté à tout ça la médiocrité de la campagne qui a été menée par les pro-pouvoirs, par les ministres du gouvernement, qui légalement ne devaient pas s'impliquer dans la campagne électorale. Et donc je pense que le fait que les autres wilayas qui ont l'habitude d'être au secours du pouvoir à chaque fois qu'il y a une élection décidée par ce pouvoir, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très importante et qu'il faut absolument saluer et encourager. Il y a aussi le fait que plusieurs lectures font ressortir le fait que l'amendement de la Constitution a touché à un fondamental, à un principe fondamental de l'Algérie indépendante, c'est la non-ingérence dans les affaires des autres pays. Or, la Constitution actuelle, par son article 51 et 52, qui prévoit la possibilité d'envoyer notre armée en dehors des frontières, je pense que ça, c'est une question qui pourrait diviser, et tout le peuple algérien souhaite que l'institution militaire reste à l'abri de toute division, parce que qu'on le veuille ou non, l'armée algérienne, moi quand je parle de l'armée, je ne parle pas de l'état-major, je parle de l'armée algérienne. C'est une institution qui doit être unie et qui doit être protégée et loin des conflits. Et malheureusement, tous les problèmes que nous connaissons, ce sont des problèmes qui découlent du fait qu'ils ont impliqué l'armée dans l'action politique, d'où la revendication populaire d'éloigner l'armée de la politique et de laisser la politique aux civils, et d'où shi'ar Madaniya Masha Askariya. Parce que beaucoup pensent que quand le peuple demande Madaniya Masha Askariya, ça veut dire qu'ils sont contre leur armée. Le peuple n'a jamais été contre l'armée. Le peuple réclame
réclament, ils demandent que l'armée rentre aux casernes et que l'état-major s'occupe de ces prérogatives dictées par la Constitution que eux-mêmes ils ont élaborées. Donc, je pense qu'il y a un conflit en haut lieu, ou bien, parce que en politique il n'y a pas de hasard, et nous quand on est des militants politiques, je pense que le défilé de ministres espagnols, français, américains qui sont venus avant le scrutin, je pense que le faible taux de participation pourrait être aussi une réponse du pouvoir par rapport à ces chancelleries si elles ont exercé une pression sur le pouvoir algérien pour faire passer cette constitution. Je pense qu'il y a un jeu dans les résultats, dans les chiffres qui sont annoncés, parce que tel que nous connaissons le pouvoir, il est impossible de dire qu'ils n'ont pas eu la possibilité de bourrer les urnes, ils n'ont pas eu la possibilité d'ajouter et de falsifier les résultats. Moi, je crois qu'il y a plusieurs lectures. Toutes les lectures sont valables, mais il ne faut pas être naïf. Il faut se dire que ce taux de participation, moi en tant que démocrate, en tant qu'opposante, je dirais que ce taux de participation a élargi la chance des démocrates de pouvoir s'unir une bonne fois pour toutes, parce que ni le non des islamistes, ni le oui des pro-pouvoirs n'a gagné ce référendum. Le seul gagnant dans ce référendum, en apparence, ce sont les démocrates qui ont appelé au boycott actif. Et est-ce que ce taux de participation, ce faible taux de participation, désigne-t-il de la transparence de la part de l'État ou encore l'échec de ce scrutin? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de transparence parce que, vous savez, nous ne savons plus qui est en train de tirer les ficelles parce que nous sommes devant une situation où il n'y a pas de président, le président étant absent. Le Conseil constitutionnel qui devait se réunir obligatoirement à l'absence et à l'annonce de la maladie du président ne s'est pas réuni. Est-ce qu'il ne s'est pas réuni pour ne pas déclencher l'article 102 qui parle de l'empêchement et de la vacance du poste de président, parce que si l'article 102 est déclenché et est appliqué, ça veut dire que nous allons aller vers l'article 208 de la Constitution qui dit que l'amendement de la Constitution doit être signé par le président de la République. Et s'il y a vacance du poste de président, il ne pourrait pas y avoir de signature. Donc, le pouvoir est un peu dans cette situation de crise constitutionnelle. Le président, personne ne sait, sera absent pour combien de temps. Personne ne connaît son état, mis à part les communiqués de la présidence. Et nous connaissons tous la valeur des communiqués qui émanent des officines officielles. Nous connaissons la valeur. Donc, il y a ce faible taux de participation où le pouvoir a prévu que il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de pourcentage pour faire passer ou pour annuler. Il n'a pas prévu comment on appelle ça, un taux minimal ou un taux maximal. Il y a eu un référendum, le taux de participation est très très faible. Connaissant le pouvoir tel que nous le connaissons, nous savons tous qu'il n'a jamais respecté ses lois, il n'a jamais respecté ses dispositions de ses propres constitutions. Il navigue à vue. Il y a une situation. Je dirais pas qu'il lui échappe, mais qu'il n'avait pas prévu, parce que je ne sais pas si la maladie du président était dans leur probabilité ou elle n'était pas. C'est un fait, le président est malade, il n'est pas là. Qui va signer leur constitution? Peut-être beaucoup d'auditeurs vont dire, mais Maître Smaïl, elle est naïve, nous avons bien fonctionné pendant très très longtemps avec quelqu'un qui a usurpé le cachet de la présidence et qui a fait ce qu'il avait à faire. Oui. Mais bon, est-ce que ce pouvoir va aller jusque-là et va aller jusqu'à nous ramener une signature ou
une validation d'un président qui est hospitalisé dans un pays étranger, je ne sais pas, parce que vous savez, quand vous êtes devant un pouvoir illégitime, vous ne pouvez pas attendre de lui une réaction légitime. Oui, oui. Et suite à ça, y a-t-il une possibilité que le Conseil constitutionnel annule le référendum? Impossible. C'est impossible. Impossible. Ça relève vraiment de l'impossibilité absolue. Parce que, vous savez, les prérogatives du président sont dans la Constitution en vigueur, parce que la Constitution qui a été enfin très très mal votée le 1er novembre n'est pas encore en vigueur. Il faudra qu'elle soit signée par le président, le chef de l'État. Moi, je parle pas de président de la République, je parle de chef de l'État. Il faudra qu'elle soit signée par le chef de l'État pour qu'elle soit publiée sur le journal officiel, pour qu'elle rentre en vigueur. Or, c'est pas le cas. Pour l'instant, nous sommes encore c'est l'ancienne constitution qui est en vigueur. Parce qu'il y a cette signature, il y a ces résultats qui ne sont pas encore proclamés qui ne sont pas encore rendus définitifs par le Conseil constitutionnel, mais tel que nous connaissons la composante du Conseil constitutionnel, qui n'est pas complète, parce que après la démission de Tayyip Blaise, il n'y a pas la loi parle de leur signature ou de leur accord à la majorité. Or, il y a un membre qui manque. Donc, déjà la composante du Conseil constitutionnel manque. Elle n'est pas complète. Oui. Ce n'est pas la composante complète. Au lieu de 12, ils sont à 11. Oui. Donc, déjà, il y a ça. Ils n'ont pas paré à ce problème. Vous savez, il y a une sorte de toile d'araignée qui s'est tissée autour de cette situation de par les textes que le pouvoir lui-même a élaborés pour lui. Donc, il se retrouve coincé dans ces textes. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir une sortie parce que le fait d'avoir poussé les partis islamistes à dire qu'ils vont introduire un recours pour demander l'annulation et la non-validation du scrutin, bon, nous savons tous que ces partis ont toujours été au secours du pouvoir, nous savons tous qu'ils ne bougent pas sans instruction, qu'ils ne font que ce qu'on leur demande de faire. Donc, maintenant qu'ils l'introduisent ou qu'ils n'introduisent pas, nous savons qu'ils n'ont aucun impact sur la société. Nous savons que leur appel au non n'a pas été suivi. Donc, nous savons que ce qu'ils font, ils sont en train d'accomplir un rôle qu'on leur a donné à l'avance. Il reste à être sûr que ce pouvoir est vraiment prêt à son propre piège et que la seule solution pour le peuple, c'est de rester mobilisé et de rester mobilisé autour de son projet politique qui vise à instaurer un état de droit, une démocratie et une période de transition. Parce qu'il ne peut pas y avoir de miracle, il ne peut pas y avoir de changement brutal, parce qu'un changement brutal va passer par une violence. Donc, il faut absolument que nous soyons mobilisés autour d'un projet pacifique, d'un projet qui à long terme, pas d'un changement à court terme.